J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. Bonjour à toutes et à tous. L'émission politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter choix, stratégies, réussites et petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques. Le tout sans la moindre langue de bois. C'est rare, très rare, et c'est tous les mercredis, 21h. Sur Radio J. Alors cette semaine, un peu plus de 15 jours des élections européennes du 9 juin, on va se consacrer une grande partie de cette émission à un point complet sur la campagne, les rapports de force, la pole position de Jordan Bardella, les difficultés de la macroniste Valérie Ayé et la dynamique de Raphaël Glucksmann à gauche. Mais tout de suite, on va se pencher sur la situation en Nouvelle-Calédonie. Le président s'est envolé hier soir, il atterrit ce soir sur place pour tenter de calmer une crise qui jusqu'ici semblait incontrôlable. Va-t-il réussir ? Coulisses, analyse et décryptage tout de suite avec nos invités. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite des éditorialistes, les Top Guns du décryptage, les forces spéciales, la crème de la crème. Et aujourd'hui, c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'inévitable Arlette Chabot qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter tout de même. Vous êtes éditorialiste politique. Bonsoir Arlette. On ne sait jamais. Bonsoir Arlette. L'indispensable Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir David. Et last but not least, l'incontournable François-Xavier Bourmeau, alias FX, grand reporter à l'opinion. Bonsoir David. Je vous rappelle la règle du jeu, mais vous la connaissez par cœur. Maintenant, bien sûr, pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez tout nous raconter, vous livrer sans phare, bien entendu. Tout ceci reste entre nous. Alors, en Nouvelle-Calédonie, malgré une nuit plus calme que la précédente dans l'archipel, selon le haut-commissaire de la République, on a recensé au moins 2 incendies. Plus de 90 barrages ont été neutralisés, sont progressivement nettoyés, selon le haut-commissariat toujours. Mais l'aéroport international reste fermé aux vols commerciaux jusqu'à samedi. Et dans ce contexte, Emmanuel Macron s'est envolé dans la soirée d'hier pour Nouméa, 8 jours après le début des émeutes, où 6 personnes, je le rappelle, ont perdu la vie. L'annonce a été faite hier à l'issue du Conseil des ministres. On écoute la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Ce retour au calme est en train d'arriver. La situation n'est pas tout à fait normalisée, mais la situation s'améliore. Nous sommes lucides, beaucoup reste à faire avant le retour à la normale. Le gouvernement est donc pleinement mobilisé, comme je vous le souligne depuis le début des violences engendrées en Nouvelle-Calédonie. Et je vous annonce aujourd'hui qu'il a été annoncé par le président de la République en Conseil des ministres qu'il se rendra sur place. Il partira sur place dès ce soir pour y installer une mission. J'en viens maintenant au texte présenté. Il se rendra, le président de la République. Tout à fait. Je me permets de réagir parce que je vous voyais. Tout à fait. J'en viens maintenant au texte présenté en Conseil des ministres. Alors, on ne va pas parler du texte présenté en Conseil des ministres, mais François-Xavier Bourmeau, c'est une surprise, vous qui suivez l'exécutif de très près, une surprise, cette annonce un peu précipitée du départ d'Emmanuel Macron. Oui, c'est une surprise à la Emmanuel Macron qui aime bien faire des coups politiques. Là, il y en avait un à jouer, effectivement, parce que on avait vu depuis une semaine qu'il n'y avait aucun ministre du gouvernement qui avait annoncé son intention de se rendre sur place, et surtout pas ceux concernés, et le premier d'entre eux, Gabriel Attal, qui normalement est en première ligne sur ce dossier, puisque la Nouvelle-Calédonie, c'est un dossier Matignon, on en parlera sûrement. Donc Emmanuel Macron arrive effectivement là, vraisemblablement en ce moment en Nouvelle-Calédonie. On voit pas bien, en revanche, ce qu'il peut obtenir sur place, parce que les revendications sont totalement opposées. Vous avez d'un côté le camp des indépendantistes qui demande un report du Congrès qui doit entraîner le nouveau statut de l'île. Nouveau statut de l'île, c'est-à-dire corps électoral élargi aux résidents depuis plus de 10 ans sur place. Voilà. Et de l'autre côté, le camp des loyalistes qui, eux, demandent le maintien du Congrès. Donc entre ces deux partis qui sont totalement opposés et dont on voit les remous, enfin le chaos que ça a provoqué sur l'île, trouver une voie de passage entre ces deux camps semble compliqué, mais c'est tout à fait dans la logique macroniste de se dire que par la force du verbe, il va réussir à faire rentrer tout le monde dans le rang, trouver un accord et il en sortira gagnant. Voilà, bon, on est dans l'épure du macronisme pur et parfait. Du Macron tout craché. Je rappelle que Emmanuel Macron, il avait dit qu'il n'était pas Gérard Majax. Est-ce que Arlette Chabot, sur ce coup, il peut nous sortir un coup de baguette magique et régler cette situation qui, comme disait François-Xavier, est quand même inextricable? Oui, mais elle n'est pas plus inextricable que quand Jacques Lafleur
et Jean-Marie Djibaou ont réussi à se mettre d'accord parce que la situation était aussi dramatique, Dans les années 80. encore plus dramatique qu'elle l'est aujourd'hui. La difficulté, c'est qu'Emmanuel Macron est responsable du désordre en grande partie. Parce que Responsable ? la gestion, en grande partie, il y a évidemment ceux qui sont sur les barrages, le désordre. Ça, c'est effectivement insupportable, mais en même temps, la conduite de ce dossier par le gouvernement ces dernières années, franchement, qui n'a jamais écouté les avertissements qui avaient été lancés, l'idée qu'au fond, tout passerait parce que c'est comme ça et qu'ils sont à peu près sûrs qu'ils sont dans la bonne voie. Non, voilà. Quand on n'écoute pas les avertissements, notamment ceux de 3 anciens premiers ministres qui ne sont pas des gauchistes, évidemment, Édouard Philippe, Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault. Qui avait alerté au printemps dernier sur la gravité. Qui avait alerté au printemps dernier en disant attention, et que finalement on dit on passe en force parce que ça va marcher, que le ministre de l'Intérieur dit ça va marcher. Comme l'avait dit avant Sébastien Lecornu, ça va passer. Il y a une responsabilité évidemment politique. Donc, au fond... Ça passe pas, ça casse. Ça passe pas, ça casse. C'est quand même très particulier. Moi, je dis toujours, parce que j'ai un peu suivi ces dossiers autant les plus difficiles, c'est pas la Corrèze, c'est pas la Moselle, et on règle pas les sujets là-bas en Calédonie comme on les règle dans un département ou dans une région française. Pour vous, c'est plus grave ou moins grave que ce qui se passait dans les années 80 ? Non, parce que là, on était quand même autour de 80 morts au total, si on prend toute la séquence, et c'était des tragédies terribles. Simplement, encore une fois, on ne peut pas passer en force. Au fond, si on regarde bien, j'enlève ceux qui commettent les désordres, mais c'est vrai que les indépendantistes savent que ce changement, cette évolution du corps électoral, elle est inéluctable. Elle arrivera un jour, ils le savent depuis le début. Après, on sait aussi que c'est terrible parce que, pour certains, c'est renoncer au rêve de l'indépendance. Donc, un rêve de l'indépendance qui a quand même été démenti à 3 reprises. 2 fois, je dis, parce que le troisième, il a été boycotté. Voilà. Donc, l'idée, c'était effectivement de décaler ce 3e référendum, et puis déjà de commencer à réfléchir. Le président de la République avait promis, quand il était venu en juillet dernier, c'était au fond d'engager une nouvelle étape. La nouvelle étape, ça passe par des compensations, par une nouvelle répartition des pouvoirs. Il fallait discuter, se mettre autour d'une table, et ça n'a pas été fait. Et franchement, c'est une erreur. Spécialiste de l'opinion, Jean-Daniel Lévy, comment celle-ci considère-t-elle justement à la fois le problème ? Est-ce qu'elle se préoccupe vraiment de la situation ? On imagine que oui, vu l'ampleur de la crise. Et puis, comment est-ce qu'elle perçoit l'action du président et de l'exécutif sur ce dossier ? Oui, c'est un clair problème d'opinion. C'est pas un problème d'outre-mer, mais c'est un problème français. On peut se rappeler en fait que effectivement, il y a les stigmates de ce qui s'était passé au cours des années 80 qui reviennent de manière massive. On peut rappeler que d'une manière générale, on est face à des Français qui sont très préoccupés par les questions de sécurité d'un point de vue général, et donc là, ça vient réalimenter ce schéma-là. Et puis également avec l'image de parfois Emmanuel Macron qui n'écoute pas. D'Emmanuel Macron qui va prendre des décisions sans tenir compte soit des avis, soit de la situation qui peut exister, quel que soit d'ailleurs le lieu, pas uniquement la Nouvelle-Calédonie, mais que ça renvoie justement, et c'est ce que disait Arlette Chabot, à ce que peut être perçu d'un point de vue d'opinion, le macronisme, j'ai décidé, j'avance, et on va me dire que c'est pas possible, que c'est difficile, etc. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas profondément d'avancer. Alors peut-être qu'il y a eu aussi en complément un élément de comportement électoral qui a été de nature à pouvoir potentiellement inciter le président de la République à aller dans cette direction-là. On peut rappeler qu'au premier tour de la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron avait réuni 40% des suffrages, c'est-à-dire un score qui est fondamentalement plus important que ce qu'on peut avoir au niveau national et notamment au niveau France métropolitaine, c'est-à-dire 12 points de plus, et que les autres forces politiques apparaissaient comme étant relativement éparses. Et que même au deuxième tour, il avait réuni plus de 60% des Français. Donc il y avait vraiment l'idée peut-être de se dire que certes, il y avait des tensions qui pouvaient exister, certes, il y avait des remontées, mais que malgré tout, il n'évoluait pas dans un territoire qui lui était, sur le papier, profondément hostile. François-Xavier, il s'agit, selon le Premier ministre, à propos de ce déplacement du président, de renouer, je cite, le fil du dialogue et d'anticiper la reconstruction économique. Est-ce que Emmanuel Macron peut réussir ? Alors, je vais rebondir sur ce que disait Jean-Daniel Lévy, parce que c'est effectivement très intéressant sur Emmanuel Macron qui n'écoute pas. Emmanuel Macron pensait sans doute pouvoir accrocher à son bilan l'aboutissement du processus de réconciliation entamé en 89 par Michel Rocard. Quand on écoute les discours d'Emmanuel Macron quand il s'est rendu à 2 reprises sur l'île,
on perçoit dans ses propos que pour lui, le temps de la palabre est terminé et qu'il faut maintenant passer à la suite. Or, le temps de la palabre ne s'arrête jamais en Nouvelle-Calédonie, avec les Kanaks en tout cas. Et c'est sans doute là, effectivement, que il a voulu aller trop vite et que le processus a dérapé. C'est très dangereux parce que ce qui menace maintenant de visser, c'est l'aboutissement de ce processus en réalité. C'est 40 ans de travail de réconciliation entamé sur le territoire entre les Kanaks et les Caldoches, et puis même les populations mélanésiennes et asiatiques. Et ce travail, il fonctionnait malgré le chaos qu'on peut voir en ce moment. Je rappelle que les Kanaks détiennent 2 provinces sur 3, province nord, île Loyauté, que les Kanaks détiennent le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui sont largement majoritaires dans toutes les villes. Toutes les mairies sont quasiment détenues par des Kanaks. Donc cette idée qu'on entend un peu dans le débat public sur le processus sur la colonisation, bon, ça fonctionne pas en réalité. La réconciliation, elle était en route. Elle demandait juste un peu plus de temps pour que les indépendantistes se résolvent finalement à vivre sur cette terre en tant que Français, avec encore sans doute un peu de temps pour mettre en place les règles de vie locales. Alors, le problème de ce déplacement, c'est qu'au moment où il a quitté la métropole hier soir, Emmanuel Macron, il n'avait pas du tout l'assurance de pouvoir rencontrer les principaux responsables politiques de l'île. Il y va pour installer une mission dont la composition devrait être annoncée sur place, mais qui serait plutôt plus administrative et composée de 11 fonctionnaires que de politiques. Il y a quand même beaucoup de doutes, y compris dans la majorité. On va écouter Nicolas Metzdorf, le député de Nouvelle-Calédonie, élu au Congrès, et bien sûr, député Renaissance, et bien sûr, loyaliste. On l'écoute. Écoutez, c'est jamais une mauvaise nouvelle qu'un président de la République se rende en Nouvelle-Calédonie. Donc on est satisfait de l'annonce. Après, il faut voir si sa venue sera utile. En tout cas, il faudra qu'elle le soit le plus possible. Qu'est-ce qu'il faudrait alors pour que cette visite soit utile? Que les indépendantistes acceptent de discuter. Voilà. Et est-ce que vous pensez que toutes les parties vont accepter la discussion? C'est, je pense, un des plus grands défis pour le président de la République, oui. Je ne peux pas répondre à cette place-là. Nous, les non-indépendantistes, on a toujours participé à toutes les discussions depuis la fin des 3 référendums. Donc pour nous, c'est pas un sujet. On sera encore une fois à la table des négociations. Est-ce que vous pensez que la venue du président de la République pourrait être perçue par les indépendantistes comme un signal? Alors, de toute manière, par définition, c'est un signal. La question pour eux, c'est est-ce que ça va calmer la base la plus radicale ou est-ce que ça va l'énerver encore plus? On va bien voir quels seront les messages des principaux responsables politiques du FLNKS dans la journée pour nous s'ils s'expriment. Nous, on espère tout simplement, parce qu'on l'a toujours dit, que le dialogue puisse reprendre. Bon, il n'est pas convaincu, le député Metzdorf, Arlette Chabot, c'est quand même pas très bon signe tout ça. Hein. Oui, mais lui n'est pas convaincu, mais il y en a d'autres qui sont proches du parti au pouvoir de Renaissance, notamment aussi la maire de Nouméa, qui, elle, espère qu'effectivement le président de la République va renouer les fils du dialogue. C'est l'expression magique en Nouvelle-Calédonie, hein, renouer les fils du dialogue. Donc ce sera possible qu'il va pouvoir rencontrer tout le monde, que sa visite ne sera pas boycottée. La précédente, au mois de juillet, l'avait été, et qu'il pourra effectivement amorcer un dialogue. Ce qui est très important, c'est ceux qui vont derrière, des hauts fonctionnaires, qui ont tous des noms sont avancés, qui connaissent les dossiers, qui ont déjà peut-être pour certains travaillé sous la Nouvelle-Calédonie, ou en tout cas ont été aux côtés même de premiers ministres qui ont été en charge et ont suivi de très près le dossier. C'est un peu profil Christian Blanc qui avait solution technique plus que politique. Solution technique, parce que voilà, l'idée c'est que l'État retrouve le rôle qu'il a eu depuis, pourquoi ça a marché sous Rocard, d'État d'arbitre en fait. L'État est là pour garantir les accords qui sont discutés entre loyalistes et indépendantistes. On ne lui demande pas de prendre parti. Quand il a pris parti, c'était un peu la période cohabitation 86-88. Ça s'est très mal terminé. Donc la paix, au fond, si elle est maintenue, c'est parce que l'État facilite le dialogue et approuve et applique les accords qui sont discutés. Alors, accords discutés, notamment ceux signés par Michel Rocard. Vous citiez la date de 88, date de son arrivée au pouvoir. Et traditionnellement, la Nouvelle-Calédonie, c'est un dossier du Premier ministre. Vous le
citiez tout à l'heure François-Xavier. Gabriel Attal, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? À quoi joue-t-il? Eh bien, comme ses deux prédécesseurs à Matignon, Elisabeth Borne et Jean Castex, il ne s'est pas saisi du dossier. Le dernier, en réalité, à s'être vraiment penché sur la question, c'était Édouard Philippe. Gabriel Attal avait sans doute autre chose à faire que de se pencher sur le dossier calédonien, d'autant plus avec l'implication du président de la République qui s'y était rendu en juillet. Mais il me semble, en tout cas, que la Nouvelle-Calédonie ne pourra pas faire l'effort, se passer d'une commission politique. Qu'il y ait une commission technique qui soit mise en place aujourd'hui avec des spécialistes, des hauts fonctionnaires, spécialistes du dossier, c'est normal parce que la gestion aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie, elle est technique. C'est simple, il faut ramener de la nourriture, rouvrir les routes, faire réatterrir les avions, reconstruire. Enfin, donc c'est d'abord un dossier technique. La réconciliation, c'est ensuite un dossier politique. Et là, mais qui vient dans un deuxième temps. Qui vient dans un deuxième temps, une fois que l'île est reconstruite, enfin que Nouméa est reconstruite et que le calme est revenu. Il y avait l'idée d'une commission d'anciens premiers ministres qui avait été évoquée. J'avais même vu circuler le nom de Lionel Jospin, qui avait été évoqué. Là, ce qui circulait ces derniers temps, c'était un duo entre Édouard Philippe et c'était pas Manuel Valls dans le nom m'échappe. Enfin, Jean-Marc Ayrault. Le nom m'échappe, je ne vais pas vous dire de bêtises. Non, c'était Bernard Cazeneuve. Voilà, il était resté que 6 mois à Matignon, donc ça n'est pas. Mais en tout cas, à un moment ou à un autre, il faudra que Matignon mette sa patte sur le règlement politique du dossier calédonien, parce que, c'est simple, hein, c'est Michel Rocard qui a ouvert le dossier de la réconciliation en 89 après les événements. Depuis, le dossier a toujours été systématiquement suivi à Matignon. Parce que Matignon, c'est plus opérationnel que l'Élysée. L'Élysée donne les grandes directives, mais ceux qui ont les mains dans le moteur, c'est Matignon. Mais donc, quand vous discutez avec le Premier ministre, quand vous sortez de son bureau, ça peut être immédiatement mis en œuvre. Quand vous sortez du bureau du Président de la République, il faut qu'il en réfère à Matignon, vous perdez du temps, c'est moins rapide. Et puis, toute la dimension, effectivement, liée à Michel Rocard. Alors, Jean-Daniel Lévy, ça tombe mal quand même cette affaire, à un peu plus de 2 semaines du scrutin européen. Est-ce que ça relance le procès en incompétence, en impuissance sécuritaire de l'exécutif, le procès que vous évoquiez en absence d'écoute du président, et est-ce que ça peut se traduire dans les votes sonnants et trébuchants le 9 juin prochain? Il reste encore une quinzaine de jours, donc on ne va pas vendre la peau de l'ours avant qu'elle n'ait été vraiment examinée. On ne sait pas ce qui va ressortir des réunions, on ne connaît pas exactement la présence ou pas déjà d'un certain nombre de personnes. C'est toujours alors un dossier qui peut apparaître comme étant relativement complexe, et on peut voir qu'au niveau national, avec souvent une forme d'indécision qui peut exister. On peut rappeler qu'en 1988, il y avait eu un référendum avec un taux de participation qui avait été assez famélique, moins de 37% de mémoire en termes de participation, et que même en Nouvelle-Calédonie à proprement parler, on avait un peu moins des 2/3 des personnes qui s'étaient déplacées pour aller voter, et à cette époque-là, ce qu'on a un peu tendance à oublier, un score qui avait été un score assez serré. Un peu plus en faveur du oui qu'en faveur du non, mais qui n'était pas non plus écrasant de mémoire. On était de l'ordre de un peu moins de 60% d'un côté, un peu plus de 40% de l'autre côté. Donc, est-ce que actuellement, enfin en tout cas jusqu'à présent, il y a eu une incidence depuis 1988, alors on passe la présidentielle à laquelle Arlette Chabot avait fait référence, mais est-ce qu'il y a eu une incidence de ce qui se passait au niveau de la Nouvelle-Calédonie sur les grands enjeux nationaux ou métropolitains? Pas véritablement. Là, le fait que le président de la République intervienne directement, le fait qu'il mette dans la balance son implication pour pouvoir, si ce n'est solder le dossier, en tout cas le faire avancer, ça aura forcément des incidences. Plus peut-être sur les questions de sécurité et sur la capacité du président de la République à pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir cette forme de sécurité qui existe sur l'ensemble des territoires au niveau national. Le lien direct avec les européennes n'est pas complet. Le seul point qui peut jouer potentiellement en défaveur du président de la République, ça peut être une démobilisation supplémentaire de son électorat qui ne va pas forcément être vent debout contre le président de la République, mais qui peut être un peu déstabilisé, désabusé, avec un peu moins d'envie, et qui, plus encore qu'aujourd'hui, on peut rappeler qu'aujourd'hui, on a à peine un électeur sur 2 qui a voté pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, qui a l'intention de se déplacer pour aller voter pour la liste conduite par Valérie Ayé. Là, ce type d'électorat-là peut se dire aussi à un moment, au final, on ne retrouve pas exactement l'Emmanuel Macron pour lequel on pense avoir voté, soit en 2017, soit en 2022. Alors, on va parler de la motivation des électeurs macronistes dans le chapitre suivant, mais Arlette Chabot, je me tourne vers vous. Hier, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie
a évoqué une cyberattaque d'une force inédite qui a frappé pendant la nuit de mardi à mercredi un fournisseur d'accès à Internet, peu après l'annonce de la venue du président, justement dans l'archipel. Cette attaque extérieure avait pour but de saturer le réseau, a affirmé Christopher Gigès, chargé de l'économie numérique au sein du gouvernement néo-calédonien. Ça relance bien sûr la thèse des ingérences étrangères, notamment chinoises, et on a beaucoup parlé de l'Azerbaïdjan, qui ne serait qu'un vecteur de l'influence russe. Arlette Chabot. Alors, lui parle sans doute de gens d'hackers qui seraient russes plutôt. Donc on retrouve de toute façon une hypothèse russe plutôt. Les Chinois, eux, s'intéressent plutôt au nickel et aux mines, parce que le vrai dossier que devra traiter le président de la République, c'est quand même le problème du nickel. Dossier industriel, celui des mines. 25% de la population vit du nickel, et sur 3 usines, il y en a 2 à vendre. Donc c'est vraiment un gros problème. Donc les Chinois sont plus attendent la déstabilisation, ou en tout cas prêts à se relancer. Les Russes, eux, vont jouer effectivement la déstabilisation. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire en Nouvelle-Calédonie, les Russes? Qu'ils attaquent la France, rien, embêter la France, ça s'appelle, comme on dit les enfants. Et on voit bien qu'il y a des tentatives d'ingérence aussi dans d'autres départements ou territoires d'outre-mer. Tout ce qui peut mettre en difficulté la France, évidemment, la Russie l'utilise aujourd'hui. C'est pas fondamental, mais si on évoquait les hôpitaux, par exemple, ou les services administratifs qui pouvaient être piratés, c'est un problème. Donc, ça aussi, c'est un risque. Encore une fois, il y a le dossier calédonien, et en ce moment, il y a le dossier Mayotte, qu'il faut aussi que le gouvernement gère, avec aussi une évolution constitutionnelle. C'est un gros travail et de gros risques pour le gouvernement. Est-ce qu'on s'inquiète, François-Xavier, de telles ingérences étrangères en Nouvelle-Calédonie, mais comme le disait aussi Arlette, dans d'autres départements et territoires d'outre-mer? Oui, tout à fait. Et ça souligne d'ailleurs toute la complexité de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie en général et en ce moment en particulier. Parce que si on décompose la crise, il y a un volet émeute urbaine qu'on retrouve dans ce qui s'est passé en métropole l'année dernière. Après la mort du jeune Naël. Voilà. Donc il y a ce volet émeute urbaine. Il y a un volet indépendantiste avec les accusations qui sont portées à l'encontre du CCAT, qui est la branche armée, pour aller simple, la branche radicale du FLNKS, on va dire. Alors, pas tout à fait, c'est la branche radicale de l'Union calédonienne qui est elle-même une branche du FLNKS, parce qu'il y a plusieurs branches au sein du FLNKS. Et donc, ce CCAT a encouragé, a poussé aux émeutes. Et l'Union calédonienne, qui elle-même a des contacts avec la Chine, qui agit pas directement, mais fait un vrai travail d'influence dans toute la zone Indo-Pacifique, et notamment en Nouvelle-Calédonie. Alors, il n'y a pas que la question des ressources en nickel, il n'y a pas seulement ça. Ce serait priver la France, que la Chine s'installe en Nouvelle-Calédonie profite d'une éventuelle indépendance, ce qui est pour l'heure une hypothèse assez peu probable. Enfin, en tout cas, de priver la France d'une base militaire forte dans la région. Ce serait une étape supplémentaire dans l'expansion chinoise dans la zone. Il y a ces 3 volets-là qui se mêlent. Et sur le volet des influences étrangères, il y a un rapport de l'IRMS, l'Institut de recherche d'études militaires, qui a été publié en 2020 sur la stratégie chinoise d'influence dans le monde. Dans ce rapport de 700 pages, il y a une page sur le jeu que joue la Chine en Nouvelle-Calédonie, justement avec les indépendantistes, où il est montré que la Chine se rapproche des mouvements indépendantistes pour entretenir une forme de bruit de fond, de climat. Et alors, juste dernière chose, dans les réactions officielles qu'on a observées juste après les émeutes, vous avez eu 2 choses. Des accusations portées par Gérald Darmanin d'ingérence directe contre l'Azerbaïdjan. Donc ça, c'était vraiment le gros dossier que fait l'Azerbaïdjan, poussé par les Russes en Nouvelle-Calédonie. Et de façon beaucoup plus discrète, ils ont coupé TikTok. TikTok, c'est aussi une façon d'adresser un message à la Chine sans l'accuser ouvertement de souffler sur les braises. Jean-Daniel Lévy, en conclusion ? En conclusion, en tout cas, pour se dire que ce qui se passe à l'heure actuelle en matière d'ingérence en Nouvelle-Calédonie risque de ne pas être limité à la Nouvelle-Calédonie. Et que quand vous regardez aujourd'hui les prochaines élections européennes, la Commission européenne est très inquiète de la manière dont il pourrait y avoir soit des attaques, soit des déstabilisations, soit des ingérences, notamment de la part des Russes. Alors évidemment, ils ne le disent pas de cette manière-là, dans le cadre des prochains jours à venir, et surtout entre le 6 et le 9 juin, qui vont être les 3 jours dans lesquels le scrutin va se dérouler au niveau européen. Eh bien, le scrutin et la campagne, on va en parler tout de suite. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer la délicate situation de la majorité dans cette campagne. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités.
De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Éric Ciotti, bienvenue. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Bonjour Clément Beaune. Bonjour. François Durugy, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Philippe Juvin, bonjour. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça reste entre nous. Radio J, ça reste entre nous. Arlette Chabot, Jean-Daniel Lévy, François-Xavier Bourmeau. Les élections européennes, maintenant, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas fort pour la Macronie. Campagne très, très laborieuse de la tête de liste Renaissance Valérie Hayer, largement distancée par celle du RN Jordan Bardella. Jean-Daniel Lévy, les derniers chiffres tout frais de votre institut. Oui, d'enquête réalisée pour Challenge, RTL et M6. Je serais tenté de dire, comme toujours, et on a un peu tendance à s'y habituer, un Rassemblement national qui n'est pas en tête, mais qui est très largement en tête, avec aujourd'hui des intentions de vote qui ne sont pas élevées, mais qui sont très élevées. 32% d'intentions de vote 32%. En faveur de la liste conduite par Jordan Bardella. Ce à quoi on peut ajouter le fait que nous avons 5% des Français qui déclarent avoir l'intention de voter pour la liste qui est conduite par Marion Maréchal. Donc on est à 37% pour l'extrême droite. À 37% pour l'extrême droite. Derrière, on a une forme de coude à coude entre la liste de Valérie Hayer, donc soutenue effectivement par le président de la République, et la liste de Raphaël Glucksmann, que nous avons mesurée à 15% pour la liste de Renaissance, 14,5% pour PS Place Publique. Donc on est vraiment à un niveau qui est un niveau très proche. Et puis les autres formations politiques sont effectivement le plus en difficulté. Il y a pour nous deux types d'enseignements majeurs. Le premier type d'enseignement, c'est qu'aujourd'hui, on a une extrême droite qui continue de progresser élection après élection. On peut rappeler que le Rassemblement national est arrivé en tête aux élections de 2014 européennes, en tête aux élections européennes de 2019. De peu, mais en tête quand même. Et sans créer de tremblement de terre politique, ni en 2014, ni en 2019. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de réaction de la part de l'exécutif, il n'y a pas eu en fait de réflexion en se disant comment pouvons-nous faire pour renforcer le poids de la France, alors que soit vers le fédéralisme ou vers un système qui soit un peu moins nationaliste que celui qui était porté par le Front National puis le Rassemblement National. Et donc en fait une inscription qui est une inscription tendancielle de la progression du Rassemblement National. Si jamais, même s'il est réalisé entre 28 et 30%, ça serait quand même une progression entre 4 et 6 points uniquement pour le Rassemblement national, sans tenir compte effectivement de ce que peut être aujourd'hui la présence de la liste soutenue par Éric Zemmour. Comme vous l'avez indiqué, deux aspects concernant la liste conduite par Valérie Hayer. Un score aujourd'hui qui lui est promis, indépendamment de savoir si elle arriverait deuxième ou troisième, qui est faible, qui entraînerait une forte baisse par rapport au score de la liste macroniste aux dernières élections en 2019. Et puis surtout, une absence de dynamique de campagne. C'est même une baisse tendancielle depuis que nous sommes amenés à la mesurer, et que quand bien même Emmanuel Macron est intervenu avec son discours de Sorbonne 2, dont on sait qu'il avait fait des débats pour savoir est-ce que c'était une forme d'inscription de sa part dans la campagne électorale, que cet effet a été nul d'un point de vue d'opinion et d'un point de vue de comportement électoral, en tout cas tel qu'on le mesure aujourd'hui. Alors, absence de dynamique dans la liste macroniste, nous disait Jean-Daniel. Arrête, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'a jamais décollé? Et pourquoi ça ne veut toujours pas décoller, cette campagne? Alors, ça avait été difficile pour celle qui l'avait précédée en 2019. Il n'y avait pas beaucoup non plus de notoriété, et pas non plus chez elle, Nathalie Loiseau, d'habitude, encore une fois, des débats ou des campagnes. On va se le dire, pas d'un charisme extraordinaire. Voilà, pareil. Donc là, au fond, Valérie Hayer, on pensait effectivement qu'au fil des émissions, des débats, elle en a fait beaucoup, elle a du courage, franchement. Elle n'a pas refusé les face-à-face, elle s'est battue. Mais on sent qu'elle est aujourd'hui un peu déstabilisée. On l'a regardée hier soir sur LCI, elle est un peu déstabilisée parce qu'elle sent effectivement que ça ne marche pas. Et puis l'effet magique que devait avoir aussi le discours de la Sorbonne, ça n'a pas fonctionné. Toutes les interventions présidentielles n'ont pas non plus aidé. Ça avait été le contraire en 2019, c'est-à-dire Emmanuel Macron se portant au secours de Nathalie Loiseau, il y avait eu un effet extrêmement positif, quoi. Bon. Non, François-Xavier n'est pas d'accord. Non, mais c'est justement l'élément fondateur de la stratégie de campagne de Renaissance là, pour les élections européennes. Emmanuel Macron s'est calqué sur le précédent, se disant
À partir du moment où je suis rentré en campagne, ça marche. On a fini à touche-touche avec le RN. Sauf que l'histoire ne repasse pas les plats. Ça ne repasse pas les plats. Et le président s'implique tellement qu'on a même réfléchi pendant un moment, imaginé la possibilité d'un face-à-face avec Marine Le Pen. Donc, pendant cette campagne des européennes, qui aurait été quand même assez, on va dire, baroque, on va dire comme ça. Déjà que Bardella, on va en parler tout de suite après, débat avec Attal et pas avec Hayé, même s'il l'a fait, le Macron-Le Pen, ça serait la cerise sur le gâteau. Voilà, donc là, ça ne marche pas. Et je pense que la pauvre Valérie Hayé, parce que c'est quand même très difficile pour elle, elle voit en plus qu'il y a une dynamique négative, si j'ose dire, et une dynamique positive pour effectivement Raphaël Glucksmann. Elle avait dit au début qu'en fait, sa candidature était inutile puisqu'il partageait 80% des votes. Il votait la même chose. Donc, c'est facile, la porte était ouverte. Votez Glucksmann. Alors, on va parler de Glucksmann tout de suite après, mais François-Xavier, à l'Élysée, petit focus sur ce qui se passe au Palais. On s'inquiète de l'esprit de défaite, je cite, depuis des semaines qui se diffuse dans les troupes. Le président n'est pas content de l'investissement. Il a même dit « j'ai les noms », grosso modo, de ceux qui ne font pas campagne. Et il a fait pression pour Gabriel Attal pour que ce dernier aille débattre. Il a été sommé, grosso modo, on peut le dire, d'aller débattre contre Bardella. Ambiance quand même, dans les rangs, c'est un peu panique, pas panique au Plaza, mais panique à l'Élysée, quoi. Oui, non, mais Emmanuel Macron, il bout sur place. Ça fait depuis le début de l'année là qu'il essaie de rentrer en campagne. Il n'y arrive pas. Il voulait participer, il voulait passer au meeting de Renaissance à la Mutualité. Mais ce jour-là, il était retenu par le président chinois qui s'est attardé dans les Pyrénées. Encore donc un coup de la Chine, encore un coup de déstabilisation des Chinois. Plus tard, il voulait passer à une réunion militante. Mais cette fois, c'est la Nouvelle-Calédonie qui l'a empêché d'y aller. En fait, il veut vraiment rentrer en campagne pour essayer de bousculer la courbe des sondages. Mais quand on regarde tout ce qu'il a fait depuis le début de l'année, ça n'a pas fonctionné. Il a nommé Gabriel Attal pour retrouver du souffle et donner de l'élan à la campagne. Ça, c'est raté. Il a voulu dramatiser l'enjeu du scrutin européen en renvoyant le RN dans le camp de Vladimir Poutine. Raté. Il a voulu prendre de la hauteur avec le discours de la Sorbonne. Raté. Il a voulu vanter ses succès dans l'attractivité française. Raté. Ça a été percuté par la Nouvelle-Calédonie. Il a essayé de défendre raté, quoi. Voilà, raté. Rien n'a fonctionné. Il n'a pas réussi à mettre un pied dans la campagne depuis le début de l'année. On peut voir alors aussi dans son déplacement en Nouvelle-Calédonie une volonté de s'afficher, en tout cas de contrecarrer un événement qui pourrait la faire complètement dérailler la campagne. Jean-Daniel, vous disiez tout à l'heure, et Arlette aussi, que finalement en 2019 aux Européennes, la Macronie avait réussi à recoller au RN grâce à l'implication du président. Là, pourquoi ça ne marche pas, même malgré tous les efforts que vient d'énumérer François-Xavier? Vous savez, nous on commence souvent nos interventions devant les équipes de campagne, notamment celles qui sont victorieuses, en disant « oubliez les conditions de la victoire de la précédente campagne. » Parce que jamais une campagne ne s'effectue sur les mêmes registres, avec les mêmes motivations et avec les mêmes enjeux. Comme disait François Hollande, rien ne se passe jamais comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu, mais là, en fait, on avait déjà eu l'illustration au cours des dernières élections législatives, où à peu de choses près, ils ont reconduit la campagne de 2017 et on a vu que ça n'avait pas été opérant, et on est exactement sur le même type de registre. Ce qui se passe en complément, c'est qu'on a globalement des électeurs qui ne sont pas forcément furieux à l'égard d'Emmanuel Macron, notamment de la part de ceux qui ont voté pour lui au cours de la dernière élection présidentielle, mais qui n'ont pas d'envie, qui ne se sentent pas suffisamment d'éléments de motivation de voter pour la liste qui est soutenue par le président de la République. Alors chacun va trouver ses motifs. C'est soit on n'a pas vu de manière suffisamment claire ce qu'ont pu être les avancées au niveau européen, contrairement, on peut le rappeler, à la liste qui avait été conduite par Michel Barnier en 2009, où à l'époque, celle qui était soutenue par Nicolas Sarkozy avait réuni 28% des suffrages au cours de ces élections-là, alors même qu'on se rappelle, il y avait une crise économique, il y avait une crise sociale, il y avait un anti-sarkozisme qui commençait à monter très fort. Un anti-sarkozisme qui n'ont pas commencé à monter très fort, mais qui était majeur. En janvier 2009, Nicolas Sarkozy perd 6 points de popularité dans les différentes enquêtes. Donc il y avait eu un propos européen qui apparaissait comme étant clair. Et les électeurs disaient, je ne suis pas forcément fan, entre guillemets, de Nicolas Sarkozy, mais globalement, ce qu'il a fait au niveau européen, je le vois. Là, ces électeurs ne le voient pas. Et puis, il y a la deuxième dimension, c'est qu'il y a des signaux qui ont été adressés, alors ce qu'on va qualifier un peu rapidement à l'aile gauche de la Macronie, qui n'ont pas forcément été les signaux les plus positifs. On peut parler de la réforme de la loi retraite, on peut parler de la réforme concernant l'immigration, on peut parler des différentes mesures concernant les chômeurs d'un côté, les fonctionnaires de l'autre, qui ne donnent pas forcément l'envie de la part des Français de descendre dans la rue, pas forcément l'envie des Français de sanctionner le président de la République suffisamment, mais en tout cas, ils ne se disent pas, voilà, j'ai suffisamment d'éléments qui me donnent envie de me déplacer, d'autant plus, comme le disait Arlette Chabot, que la montée de Raphaël Glucksmann, c'est pas de nature à l'heure actuelle
à les inquiéter, à se dire qu'il y a un danger absolu et que ça serait une catastrophe si jamais la liste conduite par Valérie Ayé arrivait en 3e position. Alors, demain, sur France Télé, très grosse affiche, c'est pas Rocky Balboa contre Apollo Creed, c'est Jordan Bardella contre Gabriel Attal. Est-ce que ça peut changer quelque chose, ce débat ? Est-ce que le Premier ministre peut renverser la tendance, l'atténuer et surtout, qu'est-ce qu'il doit faire ? Comment doit-il la jouer ? Alors, renverser, c'est pas Jean-Daniel qui dira oui. Je pense que limiter Mission les impossible. dégâts. L'idée, c'est quand même de se rapprocher des 20. Quoi. C'est le chiffre qui compte. 2 Le pour seuil de l'un flottaison. et 3 pour l'autre. C'est-à-dire il ne faut pas que Bardella descende en dessous de 30. Et il ne faudrait surtout pas, évidemment, parce que ce serait une catastrophe, qu'elle soit devancée par Raphaël Glucksmann. Alors, est-ce que le débat demain peut changer ? On ne sait jamais, alors par expérience, je sais, comment va se passer un débat. Sur un malentendu, ça peut marcher. Tout peut arriver. Il y a souvent le gagnant, quelqu'un peut gagner. Les deux, ça peut être match nul, ou l'un ou l'autre peut gagner. Et ça, c'est imprévisible, évidemment. Après, je pense que chacun, effectivement, est très motivé pour ce débat. Mais ça n'est pas sûr du tout. Peut-être que ça va simplement, match nul. Qui ne veut pas dire que le débat sera nul, intéressant, mais que aucun ne l'emportera et ne marquera des points. Mais ça sera, c'est le dernier espoir quand même, je pense, pour le camp d'Emmanuel Macron. Et même s'il passait à un meeting dans les semaines qui viennent, je pense que ça vraiment, alors là, ce serait même plutôt contre-productif. C'est un peu le match décisif. François Xavier, il y a quand même une stratégie depuis des semaines qui est en débat en Macronie. Est-ce qu'il faut taper comme des sourds sur Jordan Bardella au risque de l'installer sur le podium, ou au contraire parler des propositions d'ailleurs, il faut le signaler, qui n'ont pas existé jusqu'à il y a 15 jours, puisqu'on n'avait ni liste ni programme. Comment est-ce qu'il va le jouer, Jordan Bardella, demain soir ? Et est-ce que vous êtes d'accord avec Arlette sur le thème qu'en gros, il peut limiter les dégâts, mais guère plus ? Mais en fait, la stratégie depuis le début, elle est simple. Elle a été édictée à l'Élysée par Emmanuel Macron. Il faut débusquer le RN. C'est-à-dire aller chercher le Rassemblement national sur ses contradictions, sur ses revirements, sur ses mensonges éventuellement, et les débusquer, faire tomber les masques. Mais il se trouve quand même que la majorité devant Jordan Bardella la majorité est un peu comme une poule devant un couteau sans manche devant Jordan Bardella. Ils savent pas comment s'y prendre. Surtout que Jordan Bardella, dans le dernier débat, a repris des phrases entières de Macron. Ça avait été, j'ai vu des images là-dessus. Des images au quotidien, des phrases entières du débat contre Le Pen. C'était assez ahurissant d'ailleurs. Voilà, donc ils ne savent pas comment s'en prendre à Jordan Bardella. Et surtout, il y a quelque chose qui les perturbe, c'est la stabilité depuis le début de la campagne, depuis septembre, du Rassemblement national, qui est à 32, qui ne bouge pas et qui est totalement imperméable aux attaques. Imperméable à toutes les attaques. On ne veut pas refaire la liste ici. Alors en plus, quand vous avez une mauvaise stratégie, que vous ne savez pas comment prendre votre adversaire et que vous n'avez pas de bol, ça ne peut pas déboucher sur un grand succès. Juste un mot sur le pas de chance. Quand Macron fait son discours de la Sorbonne 2, il est éclipsé par l'affaire Kenji Girac. Et quand il fait son grand déplacement pour vanter ses succès dans le regain d'attractivité française, il y a l'attaque mortelle contre le fourgon pénitentiaire. Donc l'actu est en plus venu percuter toute la campagne. Ça ne prend pas, ça ne marche pas. Alors il y a quelqu'un qui n'est pas du tout content de ce débat. C'est bien sûr Raphaël Glucksmann. Il l'a dit ce matin, il a parlé même sur France 2 de scandale démocratique. On l'écoute. Les gens suffoquent face à ce duel-là. Je peux vous poser une petite question, Raphaël Glucksmann ? Merci beaucoup. Sachant, concernant Gabriel Attal, est-ce que le fait qu'il s'engage comme ça dans la campagne engage sa responsabilité de Premier ministre au soir du 9 juin pour vous ? Moi, ce sont des élections européennes. Oui, plus il s'engage, plus il engage sa responsabilité, mais moi, ce sont des élections européennes. Je n'en fais pas un référendum national. Je n'en fais pas un enjeu national. Partout où je vais, je parle d'Europe. Bien sûr que tout est lié, mais vous savez, c'est sans doute les élections européennes les plus importantes de l'histoire. Il y a la guerre sur notre continent européen. On est en train de décrocher face aux États-Unis et à la Chine. On va bientôt plus pouvoir produire quelque chose en France, en Europe. Il y a un enjeu climatique majeur. Mais alors, et tout ça se décide à l'échelle européenne. Et en France, on traite ces élections comme si c'était des élections intermédiaires entre deux présidentielles. C'est beaucoup plus que cela. Alors, est-ce que ce sont, comme le déplore Glucksmann, des élections intermédiaire, et est-ce qu'on ne parle pas, Jean-Daniel Lévy, des enjeux européens dans cette campagne ? Je pense qu'on parle beaucoup des enjeux européens, qu'il y a une articulation très forte entre les enjeux français et les enjeux européens. Chacun va mettre le niveau d'intensité là où il peut l'entendre, mais globalement, quand on reprend l'histoire des élections européennes, il y a de manière systématique, sous-jacente,
une thématique européenne. C'est la raison pour laquelle je faisais référence à 2009, avec la liste qui était soutenue par Nicolas Sarkozy. Quand bien même sa cote de popularité était faible, quand même il y avait des tensions au niveau national qui ne l'avaient pas empêché d'arriver très largement en tête. Que quand vous regardez aujourd'hui la manière dont les électeurs peuvent être amenés à se positionner, globalement, ils sont profondément critiques à l'égard de l'Europe et donc ils vont voter pour la liste conduite par Jordan Bardella. Et là-dessus, en fait, ils ne se départient pas d'une position, même s'il y a effectivement des évolutions, qu'a adopté le Rassemblement national au moins depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. On est plutôt pro-européen et avec la volonté de se dire que c'est avec le président de la République qu'on arrivera à mettre plus de moteurs français au niveau européen. Et donc, dans ce cas-là, on vote pour la liste qui est conduite par Valérie Hayé. Et si on se dit que globalement, l'Europe a un message à émettre, et on voit bien que Raphaël Glucksmann dit l'Europe a un message à émettre par-delà le reste du monde, notamment à travers les thématiques qui sont les thématiques en matière de droits de l'homme, pour faire rapidement, ce qui titille quand même le cœur de nos compatriotes, ça fonctionne. Mais même si vous prenez les dernières élections, la raison pour laquelle Yannick Jadot avait réussi cette percée, c'est que personne ne pensait qu'il n'était pas profondément pro-européen, qu'on l'avait identifié au cours des 5 années précédemment, quasiment uniquement au sein du Parlement européen. Donc il y avait cette dimension qui est une dimension forte. Alors évidemment, quand on vote pour Jordan Bardella, si on peut avoir le double lame ou le double plaisir, on ne va pas s'en priver. Donc ça va être d'un côté exprimer un message au niveau européen et en même temps mettre une petite tape ou plus derrière la nuque du président de la République. Merci les amis pour ces analyses très intéressantes. Justement, on va se pencher sur la très forte avance dont joue l'extrême droite et surtout sur le rapport de force à gauche. On se retrouve tout de suite après une petite pause. Ça reste entre nous. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Gilles William Gonadel, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Sophie Cluzel. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, Arlette Chabot, Jean-Daniel Lévy, François-Xavier Bourmeau. Alors, contrairement aux macronistes auxquels nous venons de faire un sort, ceux-là, ils montent très fort dans les sondages. Ceux-là, ce sont Raphaël Glucksmann et surtout Jordan Bardella. On va commencer par Bardella. Comment vous expliquez une telle avance? Vous l'avez un peu évoqué sur le double message Jean-Daniel Lévy, à la fois sanctionner Macron et se faire plaisir. C'est quand même étonnant que Bardella n'ait pas du tout dévissé ou même varié et même monté un petit peu au fil des semaines et des mois. Mais il y a une stratégie du Rassemblement national qui existe depuis que Marine Le Pen a pris la direction à l'époque du Front national en 2011, et qui est de ne plus parler uniquement d'immigration et de sécurité, mais d'embrasser d'autres thèmes. Pour faire vite, des thèmes qui renvoient à la République et à un certain nombre de valeurs sociales auxquelles nos compatriotes sont attachés. Elle s'est réapproprié le terme de la laïcité, quitte à le réinterpréter. Elle s'est réapproprié le terme de la justice sociale. Elle s'est réapproprié tout ce que peuvent être des avancées sociales issues notamment de la libération. Et donc, elle arrive tendanciellement à pouvoir progresser. On a aujourd'hui, quand vous regardez toutes les élections qui se sont déroulées depuis 2011, scrutin après scrutin, une progression systématique du Rassemblement national. On ne semble pas s'étonner que pour la deuxième fois consécutive, on a eu le Rassemblement national qui était présent au deuxième tour de l'élection présidentielle et qui avait progressé pour amener Marine Le Pen à dépasser les 40% au deuxième tour de l'élection présidentielle. On semble considérer comme étant un fait acquis que nous avons eu à l'époque 89 députés du Rassemblement national, dont plus la moitié, et je pense que c'est important de le rappeler, plus la moitié a été élue dans le cadre d'un duel avec la majorité présidentielle. Donc ça n'était pas des accidents. Et on a aujourd'hui, quand vous prenez les codes de confiance à l'égard des différentes personnalités, Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui, en fonction des mois, arrivent en deuxième ou en troisième position assez largement devant les autres. Si vous ajoutez à cela une question gestionnaire, et notamment la manière dont ils agissent à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, quand vous interrogez nos compatriotes, le groupe qui apparaît comme adoptant la meilleure attitude sur le fond et sur la forme, pour près de 40% des Français, c'est encore et toujours le Rassemblement national. Donc il y a une posture qui est une posture qui vient de loin, qui s'inscrit dans une dimension stratégique. La vraie nouveauté,
C'est une nouveauté de capacité à pouvoir récupérer des électorats qui jusqu'à présent étaient rétifs à voter pour l'extrême droite. Ces électorats, ils se qualifient d'un point de vue social, c'est-à-dire notamment des personnes qui sont issues des classes moyennes, voire même des classes supérieures. Ça va même se traduire d'un point de vue géographique. Et je pense que lorsqu'on regardera la carte électorale au soir du deuxième tour, on ne reconnaîtra pas la carte habituelle des zones de force du Rassemblement national. Et puis le deuxième aspect, d'un point de vue générationnel, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, les personnes qui sont âgées de 50 ans et plus sont amenées à voter pour le Rassemblement national, qui plus est, dans des élections européennes. Alors que jusqu'à présent, cette frange électorale-là disait quand même l'Europe, c'est la paix. Quand même, le Front National est issu de mouvements politiques qui n'étaient pas forcément enclins à défendre la paix ou à défendre globalement ce qu'on a pu connaître au cours de la Seconde Guerre mondiale. Tout ceci, c'est pas effacé, mais c'est profondément gommé. Alors, très éclairante analyse sur l'irrésistible ascension d'opinion de l'extrême droite, mais il y a quand même, dans la campagne de Bardella lui-même, quelque chose qui frappe, c'est qu'il ne dit pas grand-chose. Jordan Bardella, c'est selfie, sorti sur le terrain, grand sourire, mais sur le fond, il ne dit rien. Réseaux sociaux, on parlait de Chabot. TikTok tout à l'heure. Voilà. Alors surtout, on gomme toutes les aspérités. Mais alors là, ils ont acheté une gomme géante. Regardez bien, le diable, il est passé chez Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, la polémique, le désordre, c'est la France insoumise. Vous avez vu, en gros, c'est soutien à Israël. On rejoint et on condamne absolument l'antisémitisme. Sur la Nouvelle-Calédonie, on est présent à la panthéonisation de Manouchian, qui était quand même un résistant apatride et communiste. Voilà. Nouvelle-Calédonie, là, récemment, il s'agit d'être responsable et de voter le projet du gouvernement sur la modification. Pour le coup, il y a eu changement de pied. Mais c'est ce que je dis, voilà. Mais en même temps, c'est le en même temps qui est pratiqué maintenant par le Rassemblement national. En même temps, on dit, oui, mais il faut apaiser. Attention, le Congrès, et même Marine Le Pen propose un référendum dans 40 ans, pourquoi pas. Et puis alors, dernière décision, c'est de se couper de l'AfD, parce que franchement, les nazis, les SS, bon, bref. Donc se couper avec l'AfD pour nos auditeurs, c'est l'alternative pour l'Allemagne, extrême droite, allemande, nazi. extrêmement dure. Voilà, on va dire néo-nazi, presque néo-nazi, on va dire ça. Donc on casse, voilà. Nouveau dérapage après la remigration, ça avait déjà été compliqué. Eh bien, elle préfère amputer déjà le futur groupe qu'elle espère constituer dans le Parlement européen pour se débarrasser du boulet. Voilà. Donc, ça fait beaucoup. Et j'ajouterais même, parce qu'on a entendu hier soir, alors sur l'Ukraine, oui, la Russie est une menace pour l'Europe et pour la France. Ça, franchement, c'est aussi une très belle évolution. Donc, entre évolution, dédramatisation, on gomme les aspérités et on avance tranquillement. Ça, c'est la méthode du Rassemblement national. La méthode Le Pen. Justement, la présidente du RN, elle a été interrogée ce matin sur Europe 1. Elle a souhaité la pire défaite possible, je cite, au président Macron, je cite encore, pour le ramener sur terre. On l'écoute. Là, on est dans un moment de bascule, pas seulement d'ailleurs pour l'Europe, on est aussi dans un moment de bascule pour notre pays. On peut choisir une autre orientation et surtout, il y a un signal très clair qu'il faut lancer à Emmanuel Macron. Il faut qu'il subisse la pire défaite possible pour le ramener sur terre. Parce que là, il est en train de nous expliquer que tout va bien, qu'il va continuer comme si de rien n'était, que c'est merveilleux la dette, que c'est merveilleux les impôts, que l'insécurité n'existe pas, que l'immigration est régulée. Stop. Il faut le ramener à la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Pourquoi ne pas avoir débattu avec lui ? Pourquoi ne pas avoir débattu avec lui ? Vous avez dit peut-être, mais en septembre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, écoutez, de deux choses l'une. Soit on débat en septembre de ce qu'il va faire dans les 3 prochaines années, parce qu'il faudra qu'il tienne compte des résultats des européennes. Soit on débat maintenant, mais alors à ce moment-là, il pose sa démission ou la dissolution sur la table, parce que sinon c'est trop facile. Bon, s'il s'engage dans la campagne européenne, alors il faut qu'il tienne compte des résultats des européennes, et s'il perd, il faut qu'il procède à la dissolution de l'Assemblée nationale parce que c'est la Constitution française. Alors, Marine Le Pen, elle parle déjà de dissolution. François Xavier, un RN à 30%, voire plus, puisqu'on est à 32% selon Jean-Daniel Lévy, au matin du 10 juin prochain, c'est-à-dire au lendemain du scrutin. Qu'est-ce que ça change et comment ça peut influer sur la situation politique et bien sûr la situation de l'exécutif, qui explique ces dernières semaines, pour le rappeler aux auditeurs, qu'en gros, on ne changera rien, on ne changera pas une équipe qui gagne, surtout après l'Euro et les JO. Non, il y a la tentation chez Emmanuel Macron d'enjamber le scrutin. C'est traditionnel quand on est en mauvaise position, avec en plus un calendrier qui est favorable, puisque vous avez les élections européennes le dimanche 9 juin, et le vendredi, vous avez l'ouverture de l'Euro de football en Allemagne. Donc il y a une semaine difficile à passer,
à encaisser, mais vous ne faites pas un remaniement gouvernemental bricolé sur un résultat, sur une semaine, ça paraît compliqué. Après l'Euro, vous avez les Jeux Olympiques, donc là, il y a plutôt un calendrier qui sert Emmanuel Macron. Il est à la recherche, en fait, il a un problème, il y a un péché originel dans ce quinquennat, si on peut dire, c'est la majorité relative à l'Assemblée nationale. Il tourne autour du pot depuis bientôt 2 ans. Et ça va pas changer, ça va pas s'améliorer. Ça va pas changer sauf dissolution, mais il cherche la solution. Alors il a évoqué coalition, accord de gouvernement avec Elisabeth Borne, c'était des accords au cas par cas, au texte par texte, mais il n'a toujours pas trouvé la martingale qui lui permet de retrouver du capital politique pour pouvoir poursuivre appliquer son programme, poursuivre ses réformes. Là, en ce moment, il discute beaucoup avec la droite, Pierre Charon, dans la perspective, éventuellement, pourquoi pas, de bâtir un accord de coalition sur les résultats des européennes. Ça ne marche pas depuis 2022, je ne vois pas pourquoi ça marcherait plus aujourd'hui qu'hier. Surtout que, si on en croit les sondages, la force politique puissante qui peut ressortir, ou en tout cas pour un accord de coalition, c'est plutôt la gauche. Si Raphaël Glucksmann talonne, voire dépasse Renaissance, c'est plutôt vers eux qu'il faudrait se tourner pour se mettre d'accord, que des Républicains qui sont donnés à 8. C'est ça. Voilà. Donc ça tourne autour du pot, et la solution, le règlement politique, on le voit pas, et s'il se profile peut-être plutôt pour la rentrée autour d'une motion de censure que déposeraient les Républicains dans le cadre de l'examen du budget, que dans la foulée des élections européennes. Arlette Chabot, ça vous semble crédible cette solution? On parle, le nom de Gérard Larcher circule pour succéder à Gabriel Attal à Matignon. Est-ce que, à vos yeux, quoi qu'il en soit, Gabriel Attal est condamné à court terme pour le poste de Premier ministre? Je pense que c'est rendez-vous à l'automne, effectivement, comme François-Xavier disait à l'instant, c'est-à-dire on va repartir dans la série des 49.3 budgétaires. Donc les LR auront à choisir, est-ce qu'ils tentent la motion de censure ou est-ce que ils disent qu'ils sont prêts cette fois à conclure un accord du gouvernement. Mais ça suppose quand même d'abord qu'eux aient envie de le faire, mais ils n'auront peut-être pas d'autres moyens pour tenter de survivre, des Républicains. Et puis surtout qu'Emmanuel Macron choisisse quelqu'un pour Matignon, quelqu'un qui gouvernera. Ça veut dire que s'il y a une alliance et un accord du gouvernement, quelle que soit la personne qui ira à Matignon, ce sera sans doute un Républicain et le président devra un tout petit peu abandonné de son pouvoir. Et là, ça change tout. Alors, pour conclure en beauté, on va se tourner vers la gauche. Vous le disiez, Jean-Daniel, un demi-point d'écart, d'après Harris Interactive, seulement entre la liste Glucksmann et la liste Hayé, à tel point qu'au PS, on voit déjà la tête de liste non seulement arriver en pole position de toute la gauche, mais à la 2e place devant la liste macroniste. C'est plausible ? C'est tout à fait plausible. Après, il faut regarder et garder raison. Comme disait Jacques Chirac. Aspect, en 2014, 2 ans après l'élection de François Hollande, la liste du Parti socialiste aux élections européennes avait réalisé 14% et a réuni 14% des suffrages. Donc dire qu'aujourd'hui, il y a un élan socialiste, à mon avis, c'est aller un peu rapidement. Le deuxième aspect, c'est que si on fait l'addition toute simple de l'ensemble des forces de gauche, on arrive péniblement à 25%. Et à peu de choses près, c'est le score qu'ils ont obtenu au cours des dernières élections législatives et qui avait été, on oublie de le rappeler, le plus mauvais score de la gauche depuis la création de la Ve République. Donc dire qu'aujourd'hui il y a un élan pour la gauche, à mon avis, c'est aller un peu rapidement. Le troisième aspect, c'est que Raphaël Glucksmann n'est pas le Parti socialiste. Raphaël Glucksmann. Vous avez raison de le rappeler. Raphaël Glucksmann. C'est place publique. Et c'est place publique, mais même en dehors du fait de savoir si c'est place publique, c'est lui. C'est une personnalité qui est appréciée. C'est pas tellement, à mon avis, son propos politique, ses propositions, etc. C'est plus une question de posture. Et que quand vous prenez, ne serait-ce que les codes de confiance qui peuvent exister, aujourd'hui, il faut aller assez loin dans le classement pour trouver des personnalités socialistes emblématiques dont on se dit que l'espoir, entre guillemets, pourrait renouer à gauche. François Hollande, tout de même, qui a une bonne cote de popularité. Il y a François Hollande qui est là, il y a Édouard Philippe aussi pour la droite. Ce sont sur des registres, je ne veux pas dire qu'ils sont de la nostalgie, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas quand même mésestimer complètement cette partie-là dans un esprit général. Donc aujourd'hui, se dire que il peut y avoir potentiellement une forme de redistribution des rapports de force à gauche, indéniablement. Il faut quand même se rappeler, ne serait-ce que des dernières élections européennes,
Yannick Jadot avait réuni 13% des suffrages aux élections européennes. Si je ne me trompe pas, la dernière élection présidentielle, il était loin d'être arrivé en tête. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé avec plus de 22% des suffrages. Et lui, le candidat qui avait vraiment performé en 2019, a réalisé un score qui était inférieur à 5%. 5%. Donc, si j'en crois ce que dit Jean-Daniel, Arlette Chabot, Glucksmann, c'est pas forcément la perspective de lendemain qui chante pour le Parti socialiste à la prochaine présidentielle. Non, c'est l'homme d'une élection, sans doute, et il va réussir. Après, je crois qu'il n'a pas très envie non plus de porter un projet présidentiel. On ne sait jamais. Et effectivement, lui, il se veut comme un homme politique européen. Peut arriver européen. C'est d'ailleurs ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'Europe. Quant au Parti socialiste, il n'y a pas de miracle. La seule chose qui pourrait vraiment faire plaisir au PS, ce serait un score très, très, très mauvais de la France insoumise. En fait, ce serait ça, le petit déclencheur. Et la perspective ensuite de recomposer une autre gauche, c'est-à-dire que la NUPES est morte, et il peut y avoir demain un travail en commun. Mais je pense que c'est le seul espoir du PS. Pour le reste, non, franchement, le compte n'y est pas. Il n'y a pas de résurrection. C'est comme Calvi, c'est fini. François-Xavier, le mot de la fin. On a parlé de la gauche, du point de vue de la gauche, mais comment on voit chez les macronistes la perspective de finir quand même, non seulement à plus de 10 points ou 12 points derrière le RN, mais derrière le Parti socialiste. C'est quand même le comble de l'humiliation, ça, non ? Oui, non, là, ce sera vraiment le coup de bambou pour la majorité, parce que déjà, au début de la campagne, l'enjeu, c'était de réduire l'écart avec Jordan Bardella. Aujourd'hui, il y a un deuxième enjeu qui s'ajoute, qui est de ne pas finir derrière Raphaël Glucksmann. Donc, si la liste Renaissance arrive derrière celle de Raphaël Glucksmann, de Place Publique, ça appellera mécaniquement une réponse politique. Pas dans l'immédiat, mais de toute façon, il faudra en tenir compte, et ce sera totalement impossible d'enjamber le scrutin comme il espère le faire. Merci les amis, à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses et éclairages. Nous savons tout de la campagne européenne, des déboires de la Macronie à la bonne fortune sondagière de Jordan Bardella et Raphaël Glucksmann, de la situation critique en Nouvelle-Calédonie. Bonne soirée, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Mercredi prochain, rendez-vous à 21h. D'ici là, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à très bientôt. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous.